Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation des capteurs Arbacam et PMH. Alors le but de notre vidéo, ça va être de comprendre le fonctionnement de ces deux éléments à travers trois questions. La première, c'est tout simplement à quoi ça sert. Ensuite, c'est comment les contrôler sur le véhicule, quels sont les signaux électriques qui sortent de ces deux composants. Et enfin, qu'est-ce qui se passe tout bêtement lorsque ceux-ci sont défaillants, quelles en sont les conséquences pour le moteur. Alors dans cette illustration, le capteur PMH est situé ici. Et donc vous l'aurez compris, le capteur Arbacam est l'élément disposé ici. Alors bien souvent sur un véhicule, le capteur PMH, vous allez le retrouver sur la cloche d'embrayage. Ça veut donc dire que la cible, qui est représentée ici, constitue en fait le volant moteur. Ce sont les dents du volant moteur qui vont faire office de cible pour le capteur PMH. Le premier rôle du capteur PMH, c'est d'informer le CU moteur, le boîtier d'injection, du régime sur lequel on se trouve. Le régime moteur, c'est issu du capteur PMH. Par exemple, le régime que vous voyez apparaître au contour, c'est le capteur PMH qui le donne directement sur un véhicule. Le second rôle du capteur PMH, ça va être d'informer le boîtier d'injection de la position du moteur. Et pour ça, on va se servir, au niveau du volant moteur, de cette dent manquante qui va nous servir comme référence, c'est-à-dire que lorsque le capteur PMH voit passer la dent manquante, on indique au boîtier moteur que l'on se situe sur les PMH des cylindres 1.4 pour un 4 cylindres. Alors ce n'est pas suffisant pour le boîtier moteur pour savoir exactement quand est-ce qu'il doit injecter du carburant. On est sur les PMH des cylindres 1.4, mais bien sûr on est sur un moteur en même temps 4 temps sur 2 tours moteur. Il y a un PMH qui va correspondre à la fin de compression, c'est là où on aura la phase bien sûr d'injection. Il y a un autre PMH qui va correspondre à la fin de la phase d'échappement. On n'a pas intérêt à injecter à ce niveau-là. Et avec cette seule information, le boîtier moteur ne sait pas sur quel temps moteur il se situe. C'est la raison pour laquelle, pour avoir une position moteur précise, on va avoir besoin du capteur Arbacam. Le capteur Arbacam fait face à une cible qui est très souvent montée en bout d'Arbacam. Donc si l'Arbacam est dans la culasse, c'est la conception aujourd'hui moderne des moteurs, vous allez tout logiquement trouver en bout de culasse le capteur Arbacam. On est sur un moteur 4 cylindres, ça veut donc dire que sur la cible du capteur Arbacam, vous avez 5 marques. 4 marques pour les 4 cylindres du moteur. Vous avez ici la marque du cylindre 1. Si on va dans l'ordre logique d'injection, vous avez ici la marque du cylindre 3. 1, 3, 4, 2 pour un moteur 4 cylindres. Alors nous, on sait que l'on est là sur le cylindre 4, mais le boîtier d'injection, pour l'instant, lui, ne le sait pas. Ça veut dire que lui, il reçoit un signal issu de cette dent-là, mais il ne sait toujours pas à ce moment-là s'il est bien sur le cylindre 4, sur quel cylindre il se trouve. Il ne peut pas faire la différence en fait entre cette marque-là, cette dent-là et cette dent-là. Donc pour l'instant, le moteur en fait n'est pas synchronisé. PMH et Arbacam ne sont pas synchronisés, il n'a pas sa position moteur. Pour continuer l'explication, imaginons maintenant que l'on démarre le moteur. Ce que je vais faire. Voilà, donc là, on a démarré le moteur et on fait un arrêt image. Ici, la dent manquante est face au capteur PMH. Ok, le boîtier d'injection sait que l'on se situe sur les cylindres 1, 4, comme je l'ai dit à l'instant. La marque ici est bien face au capteur Arbacam, très bien, mais comme je l'ai dit à l'instant, encore une fois, on ne sait pas ici, le boîtier d'injection ne sait pas sur quel temps moteur on se situe. Il ne sait pas à quel cylindre correspond cette marque-là. Donc on va continuer à faire tourner le moteur.
Voilà. Donc maintenant, le moteur a fait un demi-tour, a fait 180 degrés, vous voyez, les deux dents manquantes, hein, la dent manquante est passée de ce côté-là. Tandis que la Racam, comme il tournait sur 2 fois moins vite que le moteur, n'a fait que 90 degrés. De cette marque-là, on est passé tout bêtement à celle-ci. Dans cet état-là, le moteur, encore une fois, ne sait pas où est-ce qu'il se situe. Ça veut dire que là, il n'y a pas la dent manquante. Et ici, il y a encore une marque qui est identique aux 2 autres marques. Continuons de faire tourner le moteur. Donc là, encore une fois, 180 degrés moteur, 90 degrés Racam. Et regardez, dans cette position-là, c'est très intéressant. Ça veut dire que ici, le moteur a vu passer les 2 dents manquantes, et le moteur, le boîtier d'injection, voit également passer les doubles dents. Comme je l'ai dit à l'instant, vous avez ici la dent du cylindre 1, et juste à côté de la dent du cylindre 1, vous avez une dent de synchronisation qui permet justement au boîtier d'injection de reconnaître ce cylindre 1. Donc là, on sait que l'on est sur le PMH du cylindre 1, et à travers cette double dent, le boîtier d'injection sait que l'on est sur le temps de fin de compression. C'est-à-dire que PMH et Racam là sont synchronisés. Le boîtier moteur sait exactement quand injecter du carburant. Le moteur peut démarrer. Voyons à présent le contrôle électrique que l'on peut faire au niveau de ces capteurs PMH et Racam. Il faut d'abord savoir qu'il existe 2 types de capteurs. Les capteurs inductifs et les capteurs pôle. Voyons d'abord le capteur inductif. Vous avez ici une vue en coupe d'un capteur inductif avec en interne un aimant, pôle sud, pôle nord, qui fait face à une bobine, représentée ici en 3, avec en 2, là ici, un noyau de fer doux. L'aimant permanent va donc nous générer un champ magnétique permanent qui sera déformé par la bobine et surtout par les dents qui font face au capteur. Si bien que l'on va avoir en sortie du capteur un signal qui va ressembler à quelque chose comme ça. Il s'agit donc là d'un signal sinusoïdal généré directement par le capteur. Chaque variation d'amplitude sont causées par les dents. Ça veut dire que chaque montée, chaque front montant du signal correspond au passage d'une dent. Ce qui est intéressant à voir, donc, c'est que ce capteur-là n'est pas alimenté. Vous n'avez pas de tension 5 volts ou 12 volts à venir contrôler pour ce capteur-là. Il peut fonctionner en complète autonomie. Ça veut dire que pour contrôler ce type de capteur, on peut le faire, capteur débranché du faisceau du véhicule. Bien souvent, sur ce genre de capteur inductif, vous n'avez donc que 2 fils qui en sortent. Un fil de signal, sur lequel on retrouve le signal sinusoïdal, et un autre fil de masse. Il peut parfois arriver qu'il y ait un 3e fil, une 3e cosse disponible sur le capteur, qui va correspondre bien souvent au blindage de ces 2 fils, pour éviter les parasites. L'autre test qu'il est possible de faire, c'est le test de résistance de la bobine. On peut ici mettre un ohmmètre, contrôler la résistance de cette bobine. Bien souvent, on tourne autour des 1000 ohms pour ce genre de capteur inductif. À voir après dans les documentations constructeurs. Voyons maintenant le capteur, l'autre type de capteur, le capteur Hall. Alors, pour le capteur Hall, vous avez vu ici que j'ai représenté exactement la même image que pour présenter le capteur inductif. En réalité, un capteur Hall, ce n'est ni plus ni moins qu'un capteur inductif sur lequel est montée une électronique. Vous avez ici une partie électronique qui va nous convertir le signal sinusoïdal
issu de la partie inductive en signal carré. L'autre différence avec le capteur inductif, c'est que vous avez toujours 3 fils sur un capteur Hall. Vous avez un fil de signal dans lequel on va retrouver le signal carré. Vous avez toujours bien sûr votre fil de masse comme un capteur inductif et vous avez là un 3e fil en provenance du calculateur, une tension d'alimentation 5 volts, 12 volts, cela dépend des moteurs. Mais un fil d'alimentation. Pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir générer le signal carré, ce capteur a besoin d'une alimentation. Généralement, très souvent, l'amplitude du signal carré est de 0, et si l'alimentation est de 5 volts, est de 0, 5 volts. Donc, par rapport à un capteur inductif, les deux différences sont la forme du signal, signal carré pour le capteur Hall, le contrôle de résistance dont on parlait tout à l'heure n'est pas possible sur un capteur Hall. Entre la bobine, entre la résistance de la bobine et les broches sur lesquelles on peut venir la contrôler, on a cette partie électronique qui nous empêche de contrôler la résistance. Sur certains capteurs, certains constructeurs en tout cas, déconseillent même de prendre cette résistance. On risquerait, avec l'ohmmètre, d'aller abîmer l'électronique. Donc contrôle de résistance, impossible sur un capteur Hall. Alors pour continuer les explications, nous allons maintenant travailler sur le capteur inductif qui est ici. Comme vous pouvez le remarquer, vous avez ici donc le connecteur de ce capteur, vous avez 3 cosses à l'intérieur, ça veut donc dire qu'il y a forcément une de ces 3 cosses qui est positionnée face au blindage du capteur. Un fil signal et après un autre fil de masse. Donc je branche le capteur, l'oscilloscope est déjà branché sur le fil signal du capteur. Je l'allume. Donc là pour l'instant on a bien sûr une tension de 0 volts fournie par le capteur. Je vais faire tourner la cible. Et bien sûr là comme vous pouvez le constater, en fait il n'y a aucun signal. En réalité je tourne la cible tellement lentement que le capteur n'est pas capable de voir les variations de champ magnétique et donc de créer le signal sinusoïdal. Si je tourne un petit peu plus vite, vous voyez que un signal là se dessine. Ça veut donc dire que plus la cible tourne vite et plus l'amplitude du signal est élevée. Je recommence. Donc l'amplitude du signal dépend de la vitesse de rotation. Et à vitesse de rotation constante, on remarque également que l'amplitude varie en fonction de l'entrefer, c'est-à-dire de la distance entre la cible et le capteur. Regardez, j'éloigne le capteur de sa cible et tout d'un coup l'amplitude devient extrêmement petite. Je rapproche le capteur et toujours pour la même vitesse, l'amplitude augmente. Alors je vais faire un imprimé-écran de ce qu'il se passe. Voilà. En fait, je voulais faire un imprimé-écran vraiment sur le signal qui se situe là, ici. Vous voyez, il est un petit peu particulier ce signal-là par rapport aux autres parce qu'il correspond à la fameuse dent manquante dont je vous parlais tout à l'heure, le repère PMH du moteur. Alors l'autre test qu'il est possible d'effectuer sur un capteur inductif, c'est celui de la résistance. Donc là, on va d'abord repérer les cosses qui correspondent au fil signal et au fil de masse. Il s'agit des 2 cosses de droite, signal et masse. Donc, je vais y brancher mon ohmmètre, voilà, avec des petites pinces crocodiles, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, je configure
le mode ohmmètre. Et là, on mesure une résistance, vous voyez là, de environ 935 ohms. Donc on n'est pas très loin des 1 kΩ dont je vous parlais tout à l'heure. Ce n'est pas propre à tous les capteurs inductifs. Il faut toujours se fier aux valeurs constructeurs. Là, en l'occurrence, notre capteur est bon. On va donc maintenant travailler sur le capteur Hall. Alors, sur le connecteur du capteur, vous avez, comme tout à l'heure finalement, 3 cosses, sauf que là, vous avez une cosse d'alimentation, une cosse de masse, une cosse de signal. Pas de blindage pour ce genre de capteur. Donc, je le branche. L'oscilloscope, pour l'instant, est calibré pour aller visualiser là, la tension d'alimentation. Donc, 5 volts. Indépendant, bien sûr, de la rotation de la cible. Je branche maintenant le fil oscilloscope sur le signal. Donc là, je suis branché sur le signal et voyez, je tourne la cible et là on voit bien les variations d'impulsion. Alors ce qui est très intéressant, c'est que même à des très très faibles rotations, le capteur Hall est capable de voir les variations. Voyez? Alors que tout à l'heure, le capteur inductif ne pouvait pas faire ça. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on voit bien que si le capteur est face à un creux, que la tension elle est de 0 volts, alors que si je ramène une dent là face au capteur, vous allez voir, voilà, la tension automatiquement montée à 5 volts, soit la tension d'alimentation. 0 volts, 5 volts, etc., etc. En tournant plus vite, on commence à voir bien sûr là se dessiner le signal carré dont on parlait tout à l'heure. L'amplitude est de 5 volts et elle sera, quoi qu'il arrive, toujours de 5 volts. Si jamais l'entrefer, la distance capteur-cible, est trop élevée, alors, comme je vais pouvoir le faire là, comme ça, alors, il n'y a tout simplement plus de signal. Il est en tout ou rien. Je rapproche le capteur, et là de nouveau, un signal apparaît. Alors nous allons étudier maintenant ce qui pourrait se passer si jamais les capteurs venaient à être défaillants sur un moteur. Imaginons d'abord le cas peu probable où les deux capteurs seraient en panne en même temps. Pas de capteur Abracam, pas de capteur PMH. Voilà, tout simplement, le moteur ne pourrait pas démarrer. Imaginons maintenant que ce soit problème au niveau du capteur PMH. Le capteur PMH ne fournit pas correctement le signal à l'ECU moteur. Donc la seule référence qui serait au boîtier moteur pour pouvoir démarrer, ce serait celui issu du capteur Abracam. Donc à ce moment-là, généralement, avec le capteur Abracam seul, le moteur peut démarrer, mais par contre, la précision au niveau de l'avance à injection sera bien moindre. Quand on regarde la cible du capteur Abracam par rapport à celle du capteur PMH, on se rend bien compte que la résolution angulaire n'est pas du tout la même. Donc le moteur peut démarrer, mais il tourne mal. Généralement, par rapport à ça, on a des codes d'erreur. Le boîtier moteur se rend bien compte qu'il n'y a pas de signaux issus du capteur PMH, donc un P-code va arriver dans le boîtier. Imaginons maintenant que l'on n'ait pas de capteur Abracam. Alors là, il y a deux possibilités. C'est soit le moteur ne démarre pas, soit le moteur va pouvoir démarrer. Il y a certains moteurs qui ne démarreront jamais avec un capteur Abracam de débranché. Prenez par exemple un moteur, un i6 HDI de chez Peugeot. Vous débranchez le capteur Abracam, vous êtes sûr que le moteur ne démarrera pas. D'autres moteurs peuvent passer en mode dégradé et donc se passer du capteur Abracam. Ça veut dire qu'à travers cette marque-là de PMH, le moteur arrive à démarrer. Comment il arrive à démarrer? Comme je vous l'ai dit, cette marque-là correspond toujours pour un 4 cylindres. TDC des cylindres 1.4, et c'est toujours le même problème comme on l'avait dit tout à l'heure, on ne sait pas sur quel temps moteur on se situe. Le CU moteur va se dire, ok, je passe ici là, sur le cylindre 1, on est peut-être en phase de fin de compression.
On ne le sait pas, mais on est peut-être en phase de fin de compression. Donc le moteur va faire tout simplement un test. Il va injecter du carburant dans le cylindre 1. S'il est tombé sur le bon cylindre au bon moment, alors il y aura combustion dans le cylindre, et cette combustion va se traduire par une accélération du volant moteur, qui sera donc vu par ce capteur PMH, au niveau du boîtier moteur. S'il ne se passe rien, ça veut dire que là on a injecté du carburant en phase échappement, il n'y aura pas de combustion, pas d'accélération du volant moteur. Le moteur va attendre un tour suivant pour pouvoir démarrer. Ce fonctionnement dégradé induit encore une fois des codes d'erreur et parfois même un manque de puissance au niveau du véhicule. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, et pour aller un petit peu plus loin dans la compréhension de ces capteurs, je vous invite à aller dans le chapitre diagnostic de notre chaîne YouTube pour aller y trouver des exemples concrets de panne sur des véhicules.